jeboislocal.ca. Une autre diffusion en direct de jeboislocal.ca avec Phil qui, ce soir, envahit le monde virtuel de Facebook pour jaser bière, pour vous donner le goût à la bière, pour goûter à la bière et partager surtout avec les gens de l'industrie, ceux qui sont derrière la bière et derrière la brasserie, qui sont toujours mes invités à chaque semaine. Je pense que c'est un côté vraiment, vraiment intéressant de ces dégustations en direct. Vous êtes comme moi, vous êtes remplis de joie avec l'été qui s'est installé, la zone verte à la grandeur du Québec qui s'est installée. On peut commencer à imaginer encore se balader dans la grande province pour aller goûter à tous ces merveilleux nectars. Donc, c'est un peu à ça aussi qu'on sert avec jeboislocal.ca, notre site web qui est une référence pour toutes les brasseries du Québec. Alors, la carte au complet, les fiches de description de chacune des brasseries. Si vous voulez voyager un peu partout au Québec, c'est sur jeboislocal.ca. Et pour les gens de la grande région de Québec, c'est aussi 5 boutiques où vous pouvez magasiner en ligne, ramasser en magasin, voir les exclusivités, les nouveautés aussi. Et c'est le seul aussi site où vous pouvez voir la bière dans les verres, la couleur. Hein? On regarde une canette, on ne sait jamais vraiment la couleur de ce produit-là. Alors en ligne, vous pouvez le faire. Jeboislocal.ca, c'est tout ça. Alors maintenant que vous êtes bien introduit, comme ça, oui, on est prêt, on est prêt à la dégustation. Je vous présente la brasserie à l'honneur ce soir. Vous allez remarquer la petite couronne très, très invitante ici de Donham, une brasserie qui, je dirais pas mythique, elle n'est pas si vieille que ça, mais une brasserie qui a un aura, voilà ce que je voulais dire. Il y a un aura autour de ce nom-là, Donham, et je pense que la couronne l'amène bien. Une brasserie dont j'aurais dû parler il y a très, très longtemps. Alors, c'est ce soir qu'on se gâte avec cette brasserie-là et avec une dégustation de le Quench de soif. Sympathique bière en 750 ml ici, une IPA avec levure sauvage. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Et dans la publication du vidéo, j'ai parlé du côté désaltérant total de cette bière-là. Je pense bien qu'on va l'avoir. Et comme à chaque semaine dans les vidéos, j'invite une personne de la brasserie. C'est un des propriétaires qui se joint à moi à l'instant qui s'appelle Simon. Salut Simon! Salut, ça va? Ça va très bien. Moi, le mercredi, c'est vraiment le pic de ma semaine. C'est le moment où je suis payé pour boire de la bière. Alors ça, j'aime bien ça. Je sais qu'en brasserie, vous autres, ça vous arrive à tous les jours, mais bon. Ouais, ben on ramène souvent du travail à la maison aussi. Hein? Exactement. Donc, Simon, avant d'embarquer là-dedans, parce qu'il faut dire que je t'ai laissé un peu choisir le produit qu'on allait goûter. Alors, c'est toi qui voulais parler de ce quench de soif. Mais avant d'embarquer là-dedans, j'aimerais ça quand même que tu te présentes et que tu parles aux gens qui nous écoutent de ton parcours à toi dans l'univers brassicole. Qu'est-ce qui t'a amené à être maintenant en microbrasserie et à être chez Donham? Un peu une série de hasards, comme c'est souvent le cas dans la vie. Là. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le vin. Je suis sommelier de formation. J'ai travaillé longtemps, entre autres, pour la SEQ. Fait différentes choses, là, mais entre autres à la SEQ comme expert en vin pour rédiger des textes là, pour le site web de la SAC pour les différentes publications. Puis, en fait, j'étais expert en vin, mais j'étais expert en tous les produits que la SAC vendait. Puis, j'étais souvent la personne qui levait la main pour s'intéresser à des trucs qui sortaient du vin, en fait. Fait que la bière et tout ça. Puis, suite à un cours de brassage là, avec Michel Gauthier, j'avais croisé Éloi. Éloi qui a été le brasseur au Cheval Blanc pendant 14 ans. Je voulais aller brasser avec lui au Cheval Blanc. On ne se connaissait pas vraiment. On est devenus amis. Puis ensuite, quand Éloi est arrivé à la brasserie Donham en 2012, fait que la brasserie a été fondée en 2011, Éloi est arrivé à la brasserie en 2012 comme partenaire et maître brasseur, ou enfin head brewer, là, qu'on appelle en anglais. Là. Je l'ai suivi parce que je tripais déjà sur les bières de Donham. Là, après un an, déjà, c'était innovateur, des bières qui sortaient de l'ordinaire, des bières, à l'époque, des IPA très houblonnées, c'était rare. Là. Il y avait quelques brasseries qui en faisaient, puis c'était dur à trouver. Puis, je me suis lié d'amitié avec Sébastien, le fondateur, Éloi. Puis, de fil en aiguille, je suis devenu ami et bénévole aussi. Avec mon background dans le vin, là, je me suis mis à trouver des barriques, entre autres, des fûts de chêne usagés. Okay. À la place de passer par des brokers, j'avais proposé qu'on fasse affaire directement avec des vignerons pour avoir une meilleure qualité de barrique, connaître la provenance,
choisir les cépages, puis aussi réduire des fois le délai là, entre le moment où la barrique elle quitte le vignoble puis le moment où on la reçoit. T'sais. Fait que, à ce moment-là, il y avait 5 fûts de chêne à la brasserie. Puis disons qu'on n'avait pas même d'argent aussi pour en acheter. Fait qu'en un an, là, en collaborant avec des vignerons que je connaissais à gauche, à droite, je pense que j'en avais importé au-dessus de 150, principalement d'Ontario, là, où j'étais allé en chercher chez des vignerons. Puis tu ramènes des barriques là, qui ont été vidées le vendredi. J'allais les chercher le dimanche, puis je revenais avec ça. Puis le lundi, on mettait de la bière dedans. Fait que c'est des barriques d'une fraîcheur là, top niveau. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Après ça, organiser les releases, parce que je trouvais que au début, c'était un peu chaotique. Là, fait que donner un coup de main pour organiser les releases. Fait que c'est un peu comme ça. Hein, c'est un peu une série de hasards. Fait que là, ça fait officiellement 5 ans là, que je suis plus juste ami et bénévole, mais un des coproprios avec Sébastien Eloi. Oui, donc Donham, je le disais, une brasserie qui a une espèce d'aura depuis le début, ou en tout cas les tout débuts, avec justement des bières novatrices. Tu as parlé des IPA. Moi, je te dirais qu'aussi, c'est une des premières brasseries qui m'a fait connaître les saisons. Les saisons un peu plus houblonnées aussi. Bon, on avait un peu une idée de ce qu'étaient les saisons belges, mais Donham arrivait avec plusieurs sortes de saisons différentes. On ne comprenait pas pourquoi on allait boire des saisons en 750 ml barriquées, mais je pense que vous avez été un peu précurseur dans ce domaine-là aussi. Ben écoute, ça fait beaucoup partie de notre identité, je pense, puis je pense que c'est une des choses qu'on fait assez bien. Je pense qu'on fait des saisons qui goûtent la saison, parce que quand tu regardes aux États-Unis, mettons la saison, ce que ça désigne aujourd'hui, c'est assez variable. Des fois, c'est des bières très acidulées. Fait que je pense qu'on essaie de faire de la saison qui goûte la saison, mais quand même avec une twist Donham. Fait que tu as raison quand tu dis souvent, c'est des versions qui sont plus houblonnées que le classique belge. Plus svelte aussi en termes de texture, d'équilibre. Là. Souvent, c'est des bières qui sont un peu moins opulentes, un peu moins riches, donc plus sèches. On travaille pas mal tout le temps avec nos blends là, de levure sauvage et de levure saison qu'on fait in-house. C'est beaucoup Maxime Cloutier à la brasserie, là, qui est notre chimiste amusant, qui est un gars qui connaît son affaire au bout. Là. Fait que, je pense qu'on fait des bières dans le style saison qui ont à la fois une identité affirmée, mais je pense que ça goûte la saison. Puis j'ai le souvenir d'être dans un festival en Europe à manger à une table avec des brasseurs de saison belge comme la brasserie de Glazen-Toren, puis la gang de Blogy, en fait le couple là, derrière Blogy avec leur fils. Puis là, ils ont une discussion sur la notion de saison. Est-ce que ça devrait être une espèce d'appellation contrôlée, un peu comme le lambic, là, ou est-ce que si tu veux mentionner Outgoers, il faut que tu sois dans une certaine région et tout ça. Puis là, ils disaient, les Américains, parce qu'il y avait plusieurs brasseries américaines, on a goûté plein de saisons américaines, ça ne goûtait pas la saison, puis ils ont discuté une vingtaine de minutes de ça, puis à un moment donné, il a manqué de bière à table, puis je suis allé chercher une saison fleur qu'on faisait. J'ai mis ça dans le verre de tout le monde. Puis, tu sais, la tenue de mousse, le profil aromatique, le degré de corps, tout le monde était comme... Pour moi, ça avait été un signe. Tout le monde était comme, ouais, ça goûte vraiment la saison. T'sais. Fait que de se faire dire ça par des brasseurs de saison traditionnels, qui font un peu des emblèmes de la saison, pour moi, c'était comme une super fierté de dire, on fait de la saison qui goûte la saison. T'sais. On essaie de défendre cette idée-là, d'avoir une typicité quand même forte. Puis pour moi, la saison, c'est de la bière qui est à la fois assez... qui a une identité forte, mais qui est facile d'approche. C'est de la bière blonde. Ça reste une bière blonde, là, avec un taux d'alcool qui n'est pas trop élevé, mais qui a vraiment son profil aromatique. Puis ça reste de la bière très rafraîchissante. Il faut penser que initialement, c'était de la bière pour à boire quand tu travailles fort. Là. Oui, c'était pour les travailleurs des champs un peu que les brasseurs faisaient cette bière-là. Là. Exactement. C'est que l'histoire, la légende et tout ça. Puis c'est sûr que la saison, dans ce temps-là, ne ressemblait pas nécessairement à ce qu'on boit aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, les fermentations étaient systématiquement spontanées, pas très bien maîtrisées. Souvent, on allait utiliser les ingrédients qu'on avait à la ferme, mais l'idée, c'était de brasser de la bière au début de l'été ou au printemps, pendant la saison froide. Pour pouvoir la garder pendant l'été puis l'ouvrir pendant les récoltes quand on travaillait. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la couleur, au niveau du profil, il y avait généralement probablement de l'acidité dans les bières parce que les processus de fermentation n'étaient pas trop maîtrisés et compris. Là. Mais reste que c'était des bières qui étaient destinées aux travailleurs. C'était de la bière de soif. C'était de la bière désaltérante. Là.
Ben, tu sais, une des bières emblématiques de Donham, c'est la fameuse saison du Pinacle. Je pense que si vous voulez Ouais. vous tirer dans une saison nouveau genre, un peu houblonnée, je Ouais. pense que c'est le meilleur exemple. Et ben, on voyait les photos aussi. Donham, vous fêtiez votre 10 ans, donc récemment, il y a aussi on voit les photos là, le bar, là, mais c'est superbe là, ce qui a été fait, les travaux de ce côté-là. Donc, on célèbre 10 ans maintenant. Ouais, ben écoute, 10 ans au mois de mai, avec la pandémie, c'était un peu dommage parce qu'on ne pouvait pas faire grand-chose Ouais. en grande, mettons, là, pour célébrer. En même temps, on est tellement contents, je pense, tout le monde d'être revenu à un semblant de vie un peu plus normale, là, que on est bien content. Les rénaux, en fait, c'est quelque chose qu'on avait planifié depuis plus qu'un an avant que la pandémie commence. Puis là, à l'automne passé, on s'est dit, ben, tant qu'à l'avoir prévu, on voulait faire ça cet hiver. On s'est dit, ben, tant qu'à être fermé, aussi bien le faire, là, tu sais. Donc, on a fait les rénaux, on est bien contents. C'est un espace plus lumineux, plus facile à travailler, avec des grandes portes de garage. Donc, même quand on est en dedans, ça donne l'impression d'être dehors, là, c'est le fun. Là. Ouais, donc on invite les gens parce que là, on va pouvoir se promener un peu partout au Québec. Le coin Ouais, de Donham est magnifique. Je veux dire, on se promène dans les champs autour, route des vins aussi dans le secteur. Alors, c'est un incontournable pour aller là et évidemment découvrir les produits de Donham qui sont pas mal tous disponibles. Écoute, je sais pas si ça tente d'embarquer dans la dégustation. ben ouais. Moi, j'ai vraiment hâte de goûter à ça. C'est une bière que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas eu la chance de goûter. Et on va déguster à ta suggestion le quench du soif. Donc, une IPA sauvage. Donc, avant de se lancer dans le commentaire de cette boisson-là, alors, selon Donham, qu'est-ce qu'une IPA sauvage? Évidemment, on parle des fameuses levures Brettanomyces qui viennent jouer un rôle là-dedans. Ouais, ben, en fait, ce genre de bière-là, tantôt, tu parlais de la Pinacle. On fait aussi la Notaoma, là, qui est une Farmhouse Pale Ale. On s'entend qu'on est pas mal sur une ligne. Quand on joue sur ce genre de bière-là, on est sur une espèce de fil assez mince là, entre les saisons et les IPA. Là. Fait que dans notre cas, c'est des versions là, souvent qui sont avec des levures, justement. On travaille avec de la brette là, sur ce genre de bière-là. On va travailler avec des brettes pour avoir un profil qui est relativement fruité, exotique, qui va compléter le profil des houblons. Donc, cette bière-là, c'est une bière qu'on a faite en collaboration initialement avec la brasserie Twin Cells. Twin Cells sont en Colombie-Britannique, sont en banlieue, en fait, de Vancouver. Là, ça s'appelle Port Moody. Super belle place sur le bord de l'eau. Donc, Port Moody, c'est une petite banlieue qui est peut-être à 35 minutes de Vancouver, je te dirais. On suit comme la rivière. Puis, on arrive à Port Moody, puis c'est une petite ville assez tranquille, somme toute. Mais sur le bord de l'eau, sur la même rue, tu as comme 4 brasseries dans l'espace de 400 mètres. Là, Okay. C'est vraiment cool. Tu prends, puis tu te rends là avec les transports en commun, le bus. Tu débarques à Port Moody, puis tu as comme 4 brasseries à faire en 400 mètres. Fait que, tu fais le tour des 4, tu reviens à Vancouver. En tout cas, très beau spot. La brasserie s'appelle Twin Cells parce que c'est 2 frères jumeaux qui sont propriétaires de la brasserie qui ont démarré ça. Puis ils aiment faire du bateau, de la voile et tout. Puis le nom de la bière, en fait, c'est un clin d'œil à beaucoup de brasseries américaines qui vont mettre des noms en français, surtout sur des saisons des affaires de même. Parce que ça sonne sophistiqué, mais souvent ils vont faire des fautes parce qu'ils vont utiliser Google Translate. Fait que ça va donner des affaires genre saison de le ami ou des affaires qui ne se peuvent pas en français. Puis des fois, dans des festivals, justement, on dit au monde, si vous faites une bière et vous voulez marquer de quoi en français, là, faites juste nous le demander, on va vous le dire si ça a de l'allure. Vous avez des amis francophones maintenant, là, demandez-le. Fait que on a décidé d'appeler la bière le quench du soif. On trouvait ça bien drôle. Puis l'étiquette, si vous remarquez attentivement, c'est un explorateur qui est dans la jungle. Puis après avoir forcé toute la journée avec la machette là, pour se frayer un chemin, il trouve une bière. Mais sur sa chemise, il y a des homards aussi. Puis notre comptable à la brasserie, il y a un chalet en Gaspésie. Puis cette journée-là où on brassait ça, il revenait de la Gaspésie. Il fait ça une fois par année. Il ramène des homards pour tout le monde. Fait qu'il est revenu, je pense, avec une 60aine de homards. Fait que la journée de la collaboration,
avec les gars de Twin Sales, on a mangé du homard sur la terrasse. C'était comme la journée qu'on fait ça dans l'année. Ça a donné comme ça. Donc, l'explorateur a des petits homards sur sa chemise. Fait que c'est ça l'histoire derrière. Le visuel toujours aussi intéressant des étiquettes de Donham, ça c'est sûr qu'on le remarque. Et bon, ben maintenant, écoute, moi j'en peux plus. J'ai déjà versé mon verre. Alors évidemment, pour les gens qui nous suivent, dégustation oblige, on verse la bière dans un verre, très très important, évidemment, surtout dans des bouteilles de 750 ml. Et déjà en l'ouvrant, et la première chose, ben écoute, visuellement, on peut s'attarder à ça aussi. On a parlé de mousse tantôt. C'est vraiment intéressant, la tenue de mousse là-dessus, très invitant, ça colle au verre et ça demeure et on voit qu'elle est comme un peu, quand même un peu compacte, là, la mousse. Donc, ça aussi, c'est très, très invitant. Pour ce genre de bière-là, c'est assez souhaitable d'avoir des mousses là, avec une bonne tenue. Là. Nos saisons en particulier ont généralement des super tenues de mousse, surtout si tu attends un peu. Là. Des fois, on s'amuse à les verser là, tranquillement, pas vite. Puis, tu verses assez généreusement pour avoir un gros collet, tu attends que ça redescende un peu, on reverse, puis éventuellement, tu es capable d'avoir un espèce de cylindre de mousse qui sort de ton verre, puis comme je dis souvent, tu peux casser une fenêtre avec ta mousse. Fait que ça, c'est bon signe. Je te dirais que, tu sais, juste à l'œil, premier constat, c'est que versus une saison, on est sur une base de malt où, justement, c'est moins trouble que de nos saisons. Donc, moins de blé. Et au nez, on est vraiment sur un registre assez exotique, floral, fruits tropicaux. Autant le pamplemousse que des accents là, verts, herbacés, des houblons, des parfums presque de litchi, d'ananas. C'est assez. Moi, ce genre de bière-là, en fait, ce que j'aime, c'est c'est généreusement houblonné. Là, on s'entend que le houblon prend beaucoup de place, mais le profil de fermentation aussi est présent. Fait que tu as un registre qui est funky sans tomber dans la caricature. Là. Souvent, les profils de brettes qui sont assez élégants, assez fruités, floraux. On est rarement dans le côté plus animal, là, viandeux et tout ça, qui nous plaît un peu moins. Mais une des choses pour nous qui est un attrait incomparable des levures sauvages, des brettes, c'est le fait que ça va manger des sucres complexes aussi. Donc, ça va faire des bières qui souvent vont avoir un fini qui est plus sec, un peu plus mince. Donc, des bières qui sont plus sèches. Puis ça, pour nous, c'est super important. On aime les bières qui sont sèches, qui sont désaltérantes. On a quand même une tendance à aimer les bières, justement, avec le sucre résiduel, c'est pas trop notre truc. Là, on aime ça quand c'est rafraîchissant, quand tu as envie d'en boire deux, là, ou trois. Là, fait que, on est quand même sur une bière qui est un petit peu plus costaude. Là, on a 7% d'alcool là-dessus. Mais on est quand même dans une espèce de fil conducteur. Si tu penses à d'autres bières qu'on fait, là, il y aurait la Paul, là, qui est un peu dans ce registre-là aussi. La Notaoma Farmhouse Pale Ale, un peu moins forte en alcool. Puis le Quench du Soif. C'est un peu des variations sur un même thème, là, où est-ce qu'on va jouer avec des levures sauvages, des houblons du Nouveau Monde, pour avoir un registre là, qui est exotique, qui est très parfumé, mais toujours avec un fini qui est très sec. Oui, exact. Fait que là, on sent que depuis, en fait, tu l'as dit, c'est un peu une signature, je trouve, à part quelques exceptions, le côté sec, très rafraîchissant. Donc, ici, on est rendu là-dedans. Et ben là, moi, j'aimerais ça revenir sur le nez. Hein, évidemment, là, il y a le côté où vous avez mis des houblons aromatiques qui viennent au nez, mais on sent aussi les levures sauvages. Et tu as dit, justement, on s'éloigne un peu du côté cuir. Là, c'est vraiment, vraiment intéressant, le mélange des deux. Là. Ça fait un nez tellement évitant. Les levures sauvages qui viennent en arrière, mais qui se mélangent justement au parfum des houblons. Là. Écoute, juste le nez, je n'ai pas goûté encore. Là. Je suis déjà convaincu. Là, j'adore juste le nez de tout ça. C'est super complexe, c'est vraiment intéressant. C'est très personnel, mais je pense que des affaires que j'aime beaucoup dans la bière, c'est on travaille avec 4 ingrédients, puis on s'entend que en dégustation, discerner le profil de l'eau, c'est vraiment tough. Là. C'est vraiment pas évident. Là. On a une eau qui est assez particulière à Donham, qui vient de notre puits, qui est une eau qui est chargée en sels minéraux, là, qui est très, très dure. Ça fonctionne bien quand on fait des bières comme ça, qui ont une personnalité assez affirmée. C'est plus dur à travailler pour faire des petites lagers délicates, mettons. Là. Je pense qu'on parvient à le faire pas trop pire, mais
Le profil d'eau, c'est tough à distinguer, mais après ça, les 3 autres ingrédients, les maltes, les levures, les houblons, moi j'aime bien en fait quand tu es capable de percevoir un peu la part des 3. Là. Dans ce cas-ci, je pense que les maltes sont un peu en retrait versus le profil fermenteur puis les houblons. Ouais. Tu as quand même en bouche là, des accents qui sont un peu miellés, mais reste que c'est vraiment les levures, les houblons là, qui se répondent là, principalement. Là. Mais effectivement, puis les deux, je pense, se complètent assez bien entre un profil de levure sauvage Ouais. et de houblon assez fruité, assez exotique. Exactement. Les gens, on sait bien, en fait, les gens qui connaissent pas beaucoup les fermentations mixtes ou les levures sauvages ont peur de ça parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Puis tu l'as dit toi-même, des fois aussi, on voit levure sauvage, c'est très acide parce qu'il y a des bactéries, des fois il n'y en a pas. Donc, pour clarifier là, on a un profil de levure sauvage sans l'acidité nécessairement, mais on va plus marier ça à l'amertume d'une IPA. Et j'ai une question pour toi, juste de savoir aussi, parce que là, quand même, les arômes de houblon sont vraiment très présentes. Donc, est-ce que après l'affinage en barrique, vous rajoutez encore des houblons ou vous assemblez avec une IPA plus jeune? En fait, dans ce cas-là, cette version-là n'est pas élevée en barrique. Ça, c'est la version classique. Mais on a fait aussi le Quench du Soif réserve qui était élevé en barrique, dont une version en fût de Sauvignon blanc qui, à mon avis, était fantastique. Là. Dans le fond, ces bières-là sont houblonnées à froid comme 90% de nos bières. Je te dirais qu'on va houblonner à froid. Tu as raison là, quand tu parles de profil de levure sauvage, que c'est dur des fois de savoir à quoi s'attendre quand on mentionne brette ou levure sauvage sur une étiquette. Là. Pour beaucoup de gens, cette mention-là, ça va évoquer justement un registre qui va être fermier, animal, funky, pas mal. Fait que, tu sais, sur des bières comme la saison du Pinacle et la saison rustique, on mentionne pas qu'il y a des brettes dans ces bières-là, mais il y en a. De la même façon que de la saison rustique, là, chez nous, c'est houblonné à froid aussi, c'est dry hoppé. Mais c'est dry hoppé avec des houblons nobles qui n'ont pas un profil super exubérant. T'sais. Mais quand tu achètes une saison rustique, c'est pas mentionné brette dessus. Puis c'est pas mentionné que c'est houblonné à froid. Parce que c'est le genre de mention où les gens vont s'attendre, si tu marques que c'est houblonné à froid, à ce que ce soit houblonné comme de façon un peu extrême. T'sais. Mais tu peux faire un houblonnage à froid avec des houblons nobles. Tu peux faire un houblonnage à froid qui est délicat. Puis que ça soit pas quelque chose d'hyper explosif sur les houblons, mais juste amener un petit kick, on fait ça sur notre bière de table, c'est houblonné à froid. Je te dirais, la grosse majorité de nos bières sont houblonnées à froid, mais à différents niveaux. De la même façon que la plupart de nos bières en bouteille de 7,50, qui ne sont pas des bières noires, des bières foncées, vont contenir de la brette, mais on ne le mentionne pas nécessairement systématiquement parce qu'on n'est pas nécessairement en quête d'un profil aromatique qui soit hyper funky, animal et tout ça. Tu sais. Dépendamment des souches de brette que tu choisis, puis comment tu les guides, comment tu les travailles, surtout quand tu les utilises en fermentation primaire, tu es capable d'aller chercher des registres qui sont plutôt fruités et floraux. Mais l'attrait beaucoup, à mon avis, c'est d'avoir des bières qui sont très sèches au final. Donc, d'avoir des bières où est-ce que tu n'auras pas de sucre résiduel du tout. Fait que des produits qui sont très digestes, rafraîchissants. Tu sais. Exact. Donc, dans les dégustations, on parle souvent de ça, de bière avec une finale sèche. Tu l'as dit, presque plus de sucre. Et ça, ben dans votre tête, c'est pas compliqué. Dites-vous désaltérant. Genre de bière qu'on peut boire puis qu'on reste pas avec un goût pâteux à la fin de la bouteille, qu'il y a un côté frais, c'est parce qu'il n'y a plus de sucre. Et là, en plus de ça, on a une belle amertume aussi en finale, mais elle est vraiment bien équilibrée, l'amertume ici, là. On goûte encore un peu le malt après la gorgée, là, donc on n'est pas trop intense aussi. Donc, un super bel équilibre. Puis, on parle du quench de soif et dans ma description, là, je parlais du désaltérant par excellence. C'est incroyable comment cette bière-là se descend tout seul. Là, donc, allez-y sans gêne. Sur une terrasse ensoleillée, vous ne serez pas déçus avec cette bière-là. Écoute, j'ai une question d'un internaute ici qui s'appelle Christian. Il dit qu'il garde un bon souvenir de cette bière-là. Est-ce qu'on peut s'attendre au même goût à travers les années? Quand même pas mal, je te dirais. Ça n'a pas changé vraiment la recette. La seule chose, c'est que ça se peut que tu ailles goûter une version réserve qu'on n'a pas faite depuis 2 ans. Mais c'est ça. La seule affaire, c'est que ça se peut que tu ailles goûter comme la version réserve de Quench du Soif. Si c'est le cas, c'est sûr que là, tu vas être sur un produit qui est un peu plus simple, entre parenthèses, un peu plus frais.
t'as pas l'aspect boisé. Puis en plus, c'est ça, la dernière version, c'était dans des fûts de Sauvignon blanc. Fait qu'on avait vraiment un caractère citronné, zesté, citron. C'était super le fun, là. Mais si tu as goûté la version classique de Quench du Soif, oui, je te dirais, c'est pas mal pareil. On garde le cap avec une recette gagnante là-dedans. Oui, j'ai une question aussi pour terminer là-dessus. Est-ce que c'est un produit qui évolue dans le temps? Est-ce qu'on peut s'attendre qu'une bouteille qui a un an soit différente? Oui, mais honnêtement, ça tient très bien la route, là. Le fait que tu n'aies plus tant de sucre résiduel puis tu n'as pas d'oxygène ben dans la bouteille, ce genre de bière-là, avec des levures sauvages, ça tient vraiment bien. J'ai un peu de misère à t'expliquer pourquoi ça tient aussi bien, là. On est même surpris à la brasserie souvent de goûter des bières comme ça qui sont houblonnées généreusement, puis de constater que le profil de houblon, après 1 an et demi, il est top shape. Là, puis ça fait souvent ça avec des bières justement fermentées avec des levures sauvages, avec un houblonnage assez musclé. Là. Des saisons du Pinac réserve ce genre de bière-là aussi. Là, ça vieillit pas mal bien. Puis quand je dis ça vieillit bien, en fait, c'est que c'est une question de goût, mais pour moi, dans la bière, sauf quelques exceptions, là, genre des gros stouts hyper puissants en jeunesse, là, pour moi, bien vieillir, c'est rester jeune longtemps. Pour des bières, dans le cas de bières houblonnées, au moins. Fait que c'est des bières qui tiennent super bien la route. Puis tu goûtes ça quand ça a 1 an ou 2, c'est top. La version réserve en fût de Sauvignon blanc dont je parlais tantôt, pour l'avoir regoûté il y a 6 mois peut-être, c'était encore fantastique. Puis même nous autres, on est étonnés des fois à quel point ça tient bien. Là, toutes nos bières bouteilles, je te dirais, puis chez nous, on a fait vraiment on a mis certaines bières en canette, on a mis certaines bières en bouteille. C'est pas les mêmes qui sont en canette puis en bouteille. C'est vraiment en fonction de ce qui est le mieux pour le style. Fait que nos bières en canette, c'est généralement des bières qui font partie du style qui sont destinées à être bu frais le plus possible. Des lagers, des IPA, fait que des bières qui sont relativement fragiles puis qui devraient être bu fraîches, tu sais. Alors que nos bières bouteilles, c'est généralement des bières qui tiennent bien la route puis qui peuvent être conservées plus longtemps avec des refermentations en bouteille, tu sais. Fait que ça, c'est un indice. Puis oui, je vous dirais, ça tient pas mal bien. Le Quench du Soif, là, c'est pas mal bon. Après 6 mois, 1 an et demi, là. J'aime ça quand tu as dit le fait de vieillir, c'est de rester jeune. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'on garde un peu le profil qu'on voulait dès le départ. On n'a pas trop, avec le temps, perdu le côté original. Écoute, Simon, merci beaucoup pour ce temps-là et pour cette excellente bière. Et puis, il s'en gaspillera pas une goutte ce soir, je te le confirme. Je vais m'occuper de ça, oui, personnellement, pour être sûr. Et écoute, on aura le plaisir de se reparler parce que chez Donham, il y en a des releases, il y en a des styles de bière, donc on aura le plaisir de reparler de Donham assurément. Et on invite les gens à aller faire un tour dans votre coin cet été. C'est probablement un des plus beaux spots au Québec pour aller se balader et aller boire bon vin, bonne bière dans le coin de Donham. Santé! Merci à toi. Bonne soirée. Salut! Salut! Donc, c'était Simon Gaudreault, un des propriétaires de la brasserie Donham, qui nous parlait avec passion de sa brasserie et des excellents produits qui sont faits là-bas. Et j'exagère pas du tout, hein, si vous connaissez pas encore Donham, c'est vraiment une brasserie qui, je crois, n'a jamais raté quelque chose sur les tablettes, assurément. Donc, vous vous trompez pas dans plusieurs styles. Alors, que ce soit dans les boutiques Je Bois local ici à Québec ou encore dans les autres détaillants spécialisés au Québec, vous pouvez vous tirer sur du Donham les yeux fermés et avoir une belle soirée assurément. Donc, c'est tout pour la vidéo de ce soir. Si vous nous regardez sur YouTube, allez vous inscrire à notre canal YouTube. Comme ça, vous allez avoir toutes les dégustations au fur et à mesure qu'elles vont sortir. Sinon, via notre page Facebook, ça fait toujours plaisir de vous savoir là. Et je serai là la semaine prochaine, assurément, pour une autre dégustation en direct avec Je Bois local. Jeboislocal.ca